Mais on a battu Nice, mais on a battu Bastia, mais on a battu Reims, mais on a battu Amiens, on a fini en finale. Salut les urbains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Instinct Urbain, le podcast qui a conscience que la ville n'attend pas. Alors aujourd'hui, épisode spécial, puisque nous nous retrouvons à Rouen, à la maison, au sein de l'église Sainte-Nicaise, un lieu qui nous tient particulièrement à cœur et on remercie la brasserie Ragnar de nous accueillir aujourd'hui, et surtout avec un invité d'honneur, maire de Rouen, président de la métropole Rouen-Normandie, ainsi que premier secrétaire délégué du Parti Socialiste. Monsieur Nicolas Maillard-Rossignol, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, tout va bien. Est-ce qu'on peut prendre le temps juste de contempler les lieux et puis de se dire qu'on est présent au cœur de l'église? Et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de tourner cet épisode justement dans une église à Rouen? Bon, l'église Sainte-Nicaise, ça fait partie du patrimoine emblématique, je dirais, de Rouen. Alors, ce n'est pas du tout forcément la plus connue à l'extérieur de Rouen, mais les Rouennaises et les Rouennais la connaissent très bien parce qu'elle a quelque chose de particulier. Je vais dire un truc qui va choquer, mais pour moi, c'est un peu l'église de Gotham City. Pourquoi? Parce que c'est un mélange entre du gothique et puis du béton. Et donc, il y a ce côté un peu, quand on arrive d'un côté de l'église, on voit une dimension gothique, et de l'autre côté, on voit quelque chose de très moderne, presque dystopique, assez étonnant. Et puis, ça fait partie de ces projets, alors c'est pas du tout moi qui l'ai lancé, c'est mon prédécesseur, de réinvestissement de lieux patrimoniaux, parce que Rouen, c'est la ville au sans clocher, donc il y a beaucoup de patrimoine, il y a beaucoup de projets sur le patrimoine, le plus grand d'entre eux en ce moment étant l'abbatiale Saint-Ouen. Ouais. Mais évidemment, c'est un patrimoine immense qu'il est impossible en réalité de tout entretenir. Et ce projet-là, c'était de faire appel aussi au monde économique pour réinvestir le lieu et lui redonner de la vie. Et ici, donc, c'est la brasserie Ragnar. Alors, je vous propose une petite activité pour commencer un peu notre discussion. Et donc, je vais vous donner cette ardoise. OK. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, en 20 secondes, OK, de dessiner la ville de Rouen. Dessiner la ville? De manière schématique, et puis surtout de commenter ce dessin. OK. Alors, je vous donne cette ardoise. Hop. En 20 secondes? Exactement. Alors déjà que je ne sais pas dessiner, mais alors en 20 secondes, je vous raconte même pas je vais pas essayer de faire un truc… Et surtout si on peut commenter également le dessin. D'accord. Je vais vous dire, en fait c'est assez simple ce que je vais faire. C'est… Alors donc qu'est-ce que vous dessinez là actuellement? La Seine. De manière très schématique. Hein. Ouais, j'essaie de bien le faire. 20 secondes en plus d'être fou. Je sais ce que je vais faire. Et comme ça. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on peut montrer à la caméra justement ce magnifique dessin que vous avez fait? C'est une catastrophe, évidemment. Mais ce que vous voyez, je décris parce que je ne pense pas que vous allez… Ça, c'est la Seine, vaguement. Alors là, il y a la boucle vaguement d'Elbeuf, etc. Ça, c'est évidemment le cœur. Alors, j'ai stylisé les ponts. Il y en a 6, mais j'en ai stylisé un pour symboliser le lien entre la rive droite et la rive gauche. Et puis le rond autour, c'est la solidarité, en fait. C'est la solidarité de Rouen. Parce qu'en fait, ce qui est frappant à Rouen, alors, ce n'est pas qu'à Rouen, mais c'est que tout le monde ne se vit pas à Rouen. Si vous êtes sur les Hauts de Rouen, on dit encore les Hauts de Rouen comme si ce n'était pas à Rouen. On est au cœur de Rouen quand on est sur les Hauts de Rouen. Ou bien rive gauche et rive droite, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est l'idée du rond ou du cercle, c'est de dire qu'on est tous ensemble. Très bien. Alors attendez, je vais vous débarrasser. Vous pouvez l'effacer. C'est intéressant là dans ce que vous proposez parce que le premier truc qui vous est venu à l'esprit, c'est le fleuve. C'est la Seine. Oui, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à Rouen, on surfe sur la Seine. Puisque j'ai ce sentiment, et je pense que tous les Rouennais ont ce sentiment, c'est que Rouen est partout, on est sur tous les fronts, à commencer par un super titre, le titre de capitale de la biodiversité sur le thème arbres et forêts. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour les Rouennais, ce titre de capitale? C'est pas que pour la ville de Rouen, d'ailleurs, c'est pour la métropole rouennaise, donc c'est tout le territoire, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de forêts qui est hors du périmètre strict administratif de la ville. C'est vraiment une grande fierté parce que, alors je ne suis pas du tout que grâce à moi ou à nos équipes, en réalité c'est un travail depuis des années, même des dizaines d'années. Hein. Mais il faut le dire, comment dire, sans langue de bois, sans mauvais jeu de mots, franchement, quand on pense à Rouen en général, on ne pense pas à des forêts ou à du bois. Ou alors, si je fais de l'humour, on pense au bûcher de Jeanne d'Arc, mais c'est bien le seul bois auquel on pense. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que c'est l'agglomération la plus forestière de France. Et donc, c'est une consécration par rapport aux politiques qu'on a portées là-dessus. Alors, il y a plein de choses, des politiques d'éducation, les maisons des forêts par exemple, des politiques de biodiversité, qui ne sont pas toujours bien comprises, à vrai dire, parce que ce n'est pas facile la biodiversité en réalité. Et puis aussi des politiques culturelles comme forêt monumentale. Mais justement, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est de se dire finalement, est-ce que ce titre de capitale n'était pas
si facile à obtenir. Puisque Ah non, donc typiquement, je suis rennais et j'ai passé toute mon enfance à gambader dans les forêts, à faire du vélo en bord de Seine. Et donc, en fait, j'ai un peu le sentiment que ce titre est logique. Il est logique pour nous, parce que quand on connaît, et c'est votre cas, le territoire de l'intérieur, mais si vous parlez de Rouen à l'extérieur de Rouen, les gens, ils ne vont pas vous parler forêt. Hein. Pas du tout. Hein. Ils vont peut-être vous parler Jeanne d'Arc ou Lubrizol, mais ils ne vont pas vous parler forêt. Hein. Donc, c'est vrai ce que vous dites. C'est vraiment caractéristique du territoire, mais ça n'était pas suffisamment connu ni mis en valeur. Donc, tout ce qui est protection des forêts, des arbres remarquables aussi hein, dans la ville. D'ailleurs, on a eu un malheur au square Verdrel il y a quelques mois, mais bon, on est en train de le remplacer, l'arbre qui est tombé. Enfin, qu'on a dû abattre malheureusement. Tout ce qui est de biodiversité, ce que je disais, puis aussi vraiment le lien avec tout le reste, c'est-à-dire la qualité de vie, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent à Rouen ou autour en cherchant des enjeux de qualité de vie, et la forêt en fait partie. La culture, j'ai parlé de forêt monumentale, on a une nouvelle édition. On y reviendra sur la culture après. Mais non, ce qui moi me paraît très important à dire, c'est que ce n'était pas du tout évident à obtenir, que c'est un prix national, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, hein, c'est vraiment un organisme indépendant qui dépend du ministère. Et on a battu des territoires qui sont bien connus, Nantes, Strasbourg, etc. Et donc justement, deuxième titre. Malheureusement, et on ne va pas refaire le match, on a malheureusement perdu le titre de capitale de la culture européenne, mais j'aimerais quand même qu'on revienne dessus, et surtout qu'on revienne sur ce qu'on a appris de cette candidature. Parce qu'au-delà de la simple candidature de la métropole et surtout de Rouen aussi, j'ai l'impression que c'est la Seine qui avant tout a candidaté. Ah oui, complètement. Alors c'était vraiment le cœur de notre candidature, c'était le fleuve, effectivement, d'ailleurs pas que Rouen, hein, de la Seine normande, donc de Vernon jusqu'au Havre. Et oui, on n'a pas gagné, mais franchement, on a réussi à quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas été choisi au bout. C'est une compétition, c'est Bourges qui a été retenu. Honnêtement, et bravo à Bourges, hein, mais pour des raisons qui sont liées au fait que le jury voulait envoyer un signal pour des territoires de plus petite taille, dans des territoires plus isolés, plus enclavés. C'est un choix du jury, les souverains, il a le droit. Mais on a battu Nice, mais on a battu Bastia, mais on a battu Reims, mais on a battu Amiens. On a fini en finale avec, Montpellier, Clermont-Ferrand. Je veux dire, on a vraiment réussi quelque chose et surtout, on a réussi à fédérer tout le monde autour de la Seine. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment d'abord tout le territoire, de Vernon jusqu'au Havre, tout bord politique, tout bord du fleuve, rive droite, rive gauche. Des artistes évidemment, mais aussi des chefs d'entreprise, des entreprises elles-mêmes, des universitaires, des citoyens. Enfin, ça a été vraiment voilà. Et puis cette compréhension que le sujet du fleuve, il doit nous rassembler, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde pour l'avenir. Et donc du coup là aujourd'hui, qu'est-ce qui reste un peu là de cette candidature? C'est-à-dire que donc aujourd'hui je suis rouennais, j'ai beaucoup suivi la candidature de Rouen, je l'ai soutenue, et je me dis aujourd'hui, maintenant malheureusement on n'est pas retenu. Qu'est-ce qui reste? Quel est l'héritage finalement de cette candidature-là dans le temps? Alors, c'est un peu tôt pour vous répondre tout à fait précisément parce qu'on est en train, pour tout vous dire là en ce moment, de décider exactement comment on va faire pour la suite. Vous dire qu'on va faire pareil que si on avait gagné, ça serait vraiment malhonnête. Évidemment, si vous ne gagnez pas, vous n'avez pas le label, vous n'avez pas un certain nombre de subventions, la dynamique n'est pas la même, on ne va pas faire la même chose. Par contre, il va rester beaucoup de choses. Déjà, il y a des projets qui restent. Alors, il y en a qui sont bien connus. Il y a le projet, par exemple, sur le pôle muséal Beauvoisine, qui est en gros le quartier des musées, autour du musée des Antiquités, du muséum d'histoire naturelle, etc. Il y a des manifestations qui ont trouvé leur place, je crois, et qui vont être encore amplifiées. J'en ai cité une, c'est Forêt monumentale. Et là, on est au cœur de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire le lien entre la nature, la culture, voilà. Et contrairement à la première édition qui avait déjà eu beaucoup de succès, la deuxième qui aura lieu à Canteleu, d'ailleurs, qui sera cette fois accessible en transport en commun, ce qui est quand même vachement mieux, il y aura des œuvres pérennes. Donc ça change quand même vachement la donne, parce que du coup, vous allez avoir des choses qui vont rester. Et puis, il va y avoir d'autres choses qu'on voudrait développer. Vous donner un exemple, entre guillemets, tout bête, mais qui n'est pas si bête, des œuvres d'art dans l'espace public le long de la Seine. Ça se fait un peu sur la Loire, si vous connaissez du côté de Nantes. C'est-à-dire des œuvres d'art contemporain qui viennent transfigurer le paysage et magnifier le fleuve, quoi. Et donc tout ça réalisé par des artistes locaux, j'imagine? Oui, pas forcément que, mais bien sûr en faisant appel aussi et d'abord, bien entendu, aux artistes locaux. Après, moi, je n'aime pas faire de frontières étanches entre les artistes locaux et les artistes extérieurs. Je veux dire, on a des artistes locaux qui vont s'exporter, dans le sens où ils vont aller ailleurs après, et tant mieux pour eux.
L'exemple le plus célèbre en ce moment, c'est Thomas Joly, Ouais. qui est metteur en scène et qui est en train de préparer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et il a fait toute sa formation au Conservatoire de Rouen. Mais c'est super aussi d'amener de nouveaux artistes qui viennent à Rouen. Enfin, je veux dire, il faut du mélange, quoi. Et j'ai l'impression également que la candidature a mis un peu Rouen sur la carte. Il y a eu un classement qui a été publié récemment, comme quoi Rouen est l'une des villes les plus attractives de France, si ce n'est la plus attractive en termes de tourisme. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, j'ai vu qu'on l'a tous les deux republiée. Ouais. Oui, on est évidemment très fiers. Après, vous savez, bon, les classements, il faut toujours être super prudent, parce qu'en fonction du critère que vous prenez, vous pouvez toujours faire dire une chose et son contraire. Ce qui est honnêtement, là pour le coup, indéniable, c'est les indicateurs objectifs du territoire. Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd des habitants? On gagne des habitants. C'est assez rare pour les territoires de… Si vous prenez les grandes villes en Normandie, la plupart ont plutôt perdu des habitants, pas qu'en Normandie, souvent au profit de la couronne autour ou bien vers Paris en fait. Nous, on a gagné des habitants, on continue, donc tant mieux. Est-ce que notre territoire gagne des étudiants, de la jeunesse? La réponse est oui. Sur les 24 derniers mois, on a eu de mémoire 7 établissements d'enseignement supérieur nouveaux qui se sont implantés. Et des choses importantes, j'en citais qu'une seule, la fac dentaire, par exemple. C'est quand même très très important. Il y en a d'autres, une école vétérinaire, etc. Est-ce qu'on a des événements qui ont marqué et qui ont mis effectivement Rouen sur la carte? La réponse est oui. L'Armada. L'Armada, typiquement. Clairement. Mais pas que l'Armada. Un autre exemple qui est peut-être encore à développer, mais que je trouve très intéressant, enfin j'en donnais deux, c'est la fête du ventre, qui était quelque chose de local et qui est en train de prendre de l'ampleur parce que tout ce qui tourne autour de la nourriture, vous savez, on est la seule ville de France labellisée UNESCO pour la gastronomie, tout ça. Ça aussi, c'est un marqueur, c'est une reconnaissance extérieure. Et puis l'autre, c'est les fêtes Jeanne d'Arc, qui étaient franchement tombées un peu dans l'oubli ou pas loin. Et qu'on a renouvelé, alors avec un mode plus festif, familial, populaire, et qui sont en train de prendre une nouvelle dimension. C'était intéressant là, ce que vous venez de dire, puisque vous avez souligné le fait que Rouen est attractif, à l'instar de différentes villes en Normandie. Mais pourtant, en tant que Rouennais, j'ai l'impression qu'on arrive à préserver cet esprit entre ville et campagne. Ouais. C'est-à-dire que je prends… c'est une grande force de Rouen. Exactement, c'est-à-dire que je prends mon vélo en 10 minutes, voilà. Je suis dans une forêt, enfin en tout cas je suis à la campagne, je suis assez dépaysé, et pourtant on est très proche de Paris. Ouais. Comment on arrive justement à jongler avec ça, avec l'attractivité de Paris? Là on voit là qu'il y a le Grand Paris qui est en train de se mettre en place. Comment on arrive justement à jouer là-dessus? Bon, d'abord, je vous dis, je suis toujours prudent et modeste parce que bien sûr qu'il y a des difficultés, qu'il y a des échecs, enfin, tout n'est pas du tout rose. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des grandes difficultés et donc il ne faut jamais se pousser du col en disant que tout va bien, pas du tout. Et franchement, à la fin de mon mandat municipal, il y aura encore évidemment des difficultés et des choses à améliorer, donc faut être quand même modeste. Après, je pense qu'il est indéniable qu'il y a, parce qu'il y a des indicateurs objectifs qui le montrent, qu'il y a effectivement une augmentation de l'attractivité et de la qualité de vie. Il y a aussi des facteurs qui ne sont pas imputables à notre action. Il y a un intérêt de plus en plus pour beaucoup de gens, notamment franciliens, pour vivre effectivement dans des villes à taille humaine. Et ça, c'est une grande force de Rouen. C'est parce que si vous regardez des villes ou des territoires de taille pas trop grand, où on peut faire beaucoup de choses à pied, en vélo, en transport en commun. Là, récemment, on avait un classement où on était dans le top, je ne sais plus, 5 ou 3 des villes les plus marchables, où on peut faire beaucoup de choses à pied. On a un CHU en centre-ville, vous voyez, des choses comme ça, c'est tout simple, mais quand vous avez un énorme CHU et qu'il est en centre-ville, pour des personnes âgées, par exemple, qui doivent aller se faire soigner, etc., ou pour des jeunes mamans, ou des gens qui ont des affections autres, etc., c'est très important. Et donc le fait d'avoir cette qualité de vie pour une ville à taille humaine et ce qu'on appelle des aménités, c'est-à-dire un CHU, un opéra, etc., en cœur de ville, ça c'est exceptionnel. Et j'ajoute, on n'est pas loin de Paris, vous avez dit, mais on est aussi pas loin de la mer. Exactement. Et ça, c'est aussi une force. Et c'est un peu pour ça que j'ai envie de dire un peu que Rouen est un peu la nouvelle place to be en Normandie, mais peut-être aussi en France. Et on l'a notamment vu durant la candidature pour la capitale de la culture, on a eu des gros soutiens, notamment Thomas Pesquet. Évidemment, c'est un enfant du pays, voilà. Mais qui quand même est une figure nationale, si ce n'est internationale. Et puis Monsieur Édouard Philippe. Est-ce que justement avoir de tels soutiens, ça montre l'importance de Rouen et l'ampleur que Rouen est en train de prendre aujourd'hui? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, d'abord, c'est un honneur. On les a beaucoup remerciés parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire.
Et franchement, ils ont complètement joué le jeu. Mais je ne crois pas qu'il l'ait fait par juste amitié personnelle, même si on se connaît bien et qu'on s'apprécie. Édouard Philippe, on s'entend très bien sur le plan humain. Après, on n'est pas amis politiques, évidemment, on est adversaires politiques. Mais on travaille très bien ensemble autour de la Seine. Et parce que Le Havre et Rouen, vous savez, en réalité, c'est le même destin de vie, quoi. Enfin, quand Le Havre se développe, Rouen se développe. Quand Rouen se développe, Le Havre se développe. Enfin, on est dans le même bassin d'emploi, le même bassin de vie. Et ce qui nous relie, bien sûr, c'est le fleuve. Moi, ce que je constate et ce qu'on ressent, hein, vous l'avez dit sur le tourisme, sur la culture, sur le dynamisme économique, c'est qu'on a des fragilités et des difficultés, bien sûr. Hein. Il y a la question de la transformation de l'industrie, par exemple, qui n'est pas facile. Il y a la question des inégalités sociales, qui n'est pas facile, ou territoriales. Il y a la question de la sécurité. Mais on voit effectivement une dynamique qui, je pense, prend racine dans les années antérieures. Encore une fois, ce n'est pas juste lié à notre action, mais qui aujourd'hui trouve une concrétisation forte. Il y a des exemples très visuels. Si vous voulez. Par exemple, on n'a jamais vu autant de vélos à Rouen. Justement, ça, c'est très net. On va y revenir. Quel est l'héritage aujourd'hui qu'on va laisser et surtout, quel sera Rouen d'ici les années 2030 ? J'ai vu que vous avez lancé le plan vélo 2035. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus ? Et avec notamment une première question. Est-ce que vous allez au travail à vélo ? Oui, alors ça, très régulièrement. Pour tout vous dire, hier, je suis allé en vélo à la gare pour prendre mon train et j'ai oublié mon casque à Paris dans un resto. Donc il faut que je le récupère la semaine prochaine. Mais oui, bien sûr, je le fais très souvent. Alors je ne le fais pas tout le temps. Hein. Il y a des endroits où je peux… En plus, je suis président de la métropole, donc je vais un peu plus loin. Donc est-ce que je peux faire tous mes déplacements en vélo ? Non, ce n'est pas vrai. Mais par contre, oui, je pense que beaucoup de Rouennais me voient avec mon petit casque rouge, noir et blanc et mon vieux vélo maintenant. Premier prix chez Decathlon, que j'ai acheté il y a longtemps, mais comme plein de gens. Non, le vélo, en fait, c'est assez intéressant parce que ça montre l'évolution de la société aussi. En fait, pour des raisons aussi géographiques, topographiques, Rouen, ce n'était pas du tout une ville de vélo, ça c'est clair. Parce qu'avant les vélos électriques notamment, franchement, pour monter à Mont-Saint-Aignan à la fac ou Canteleu ou Bon-Secours, c'était impossible. Même dans Rouen, hein, Saint-Nicaise, vous ne le faites pas tous les jours où vous venez en vélo comme ça. Mais donc du coup, comment on va faire typiquement pour vous donner un exemple très concret, j'habite sur Burel. Et je m'imagine très mal monter tous les jours et descendre tous les jours la côte de Burel à vélo. Vous avez tort, parce que ça a bien changé maintenant. D'abord parce que, et plein de gens le font en fait maintenant, et c'est en train d'exploser. D'abord parce que les technologies ont changé. Donc effectivement, avant les vélos électriques, c'était impossible. Avec les premiers vélos électriques, c'était franchement difficile. Maintenant, si vous prenez les low vélos, donc c'est les vélos qu'on a mis en location là, qui sont rose framboise là, qu'on voit un peu partout, pas les mécaniques, hein, les électriques que vous pouvez louer. C'est genre 30 €, enfin c'est moins cher pour les étudiants, mais c'est vraiment des tarifs qui sont avantageux, 30 € par mois. C'est des vélos qui, à l'achat, si vous les achetiez, coûtent 2 500 €. Avec un vélo comme ça, et on l'a évidemment testé, vous montez toutes les côtes de Rouen, hein, y compris celle de Biorel, sans problème, le Monumental, ce que vous voulez. Et vraiment, quand je dis sans problème, c'est sans problème. Et de fait, on le constate, beaucoup de gens le font maintenant. Allez, je ne sais pas moi, sur la côte Sainte-Catherine, par exemple, vous verrez plein de gens qui font leur trajet pendulaire, hein, domicile-travail, en vélo. Donc ça a vraiment changé. Et ça s'accompagne d'un changement de société plus large, transport en commun. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui utilisent les transports en commun. Et justement, par rapport aux transports en commun, je me dis demain, la volonté, justement, c'est de limiter l'utilisation de la voiture. De la voiture autosoliste. Exactement. C'est important de dire ça parce que ce n'est pas la voiture pour la voiture. On sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas d'alternative. Quand vous habitez dans un village où le train ne passe pas et où le bus il passe toutes les heures ou toutes les 2 heures et pas tout près de chez vous, vous n'allez pas attendre 2 heures. Enfin voilà, ça ne marche pas. Mais dans le même temps, il n'y a peut-être pas de covoiturage, il n'y a peut-être pas d'offre de covoiturage qui est proposée. Donc, quelle solution on peut commencer à mettre en place ? Typiquement, on en parlait tout à l'heure, le trajet Rouen-Paris en train, mais également aussi à l'échelle de l'agglomération, avec des lignes. Évidemment, là, on a mis en place les lignes fast qui arrivent toutes 5 à 10 minutes, donc ça, c'est génial. Mais comment continuer à aller de l'avant là-dessus ? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, enfin, ce n'est pas moi qui ne suis pas d'accord. Sur le covoiturage, Rouen est premier de France sur le covoiturage. D'ailleurs, on s'est fait un peu attaquer sur le thème, oui, vous mettez trop d'argent là-dedans, tout ça. Mais la vérité, c'est que quand vous n'avez pas d'alternative, il ne reste que la voiture. Et à ce moment-là, ce qui est bête, si on y réfléchit, c'est qu'une voiture, ça pèse des centaines de kilos et même des tonnes. Et pour transporter, en moyenne, 1,1 personne. C'est-à-dire, on va dire, allez, 80 kilos, 100 kilos. Ça veut dire 100 kilos pour une tonne, vous transportez même pas 10% du poids utile. C'est ridicule. Et donc, dès que vous pouvez mettre plusieurs personnes dans une voiture, c'est beaucoup mieux.
Et donc, on a mis de l'argent pour financer, pour payer en fait les gens qui covoiturent. Et en volume, en nombre de personnes qui covoiturent, on est devant toutes les villes de France. Okay. Donc, on est premier du covoiturage en France. Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Il faut faire feu de tout bois en fait, c'est-à-dire développer le vélo, développer les transports en commun, développer le covoiturage, développer la marche quand c'est possible. C'est pas aucune de ces solutions, le train, aucune de ces solutions est suffisante, mais ça permet de trouver une peut-être solution pour les situations personnelles différentes de chacun. Et donc du coup, là, moi, de ce que j'entends dans tout ça, c'est Rouen culture, Rouen biodiversité, Rouen écomobilité, attractivité, Rouen attractivité et Rouen industrie. Qu'est-ce qui reste pour faire de Rouen la ville parfaite? Rouen humaine. Ce qui est dans ce que vous avez dit, enfin c'est implicite dans ce que vous avez dit, mais finalement tout ça on fait ça pourquoi? Pour que les gens vivent mieux et pour que les gens vivent mieux ensemble. Et pour moi le sujet le plus difficile et le plus important, c'est de faire que les gens se sentent bien, pas seulement tout seuls, même si c'est déjà très important, mais ensemble et se comprennent. Et en fait quand vous êtes élu, que vous fassiez du porte-à-porte, que vous alliez sur le marché, que vous tout simplement vous promeniez dans la rue, la chose qui vous frappe, c'est la diversité de la vie des gens, des vies des gens. C'est-à-dire à quel point les gens vivent sur un même périmètre sans se connaître, sans se comprendre, parfois en se détestant, parfois avec de la violence, avec des choses qui peuvent vous paraître dingues parce que pourtant il ne devrait pas y avoir de barrière. Je vous donne des exemples. Rive gauche, rive droite, il y a 6 ponts, il y a un métro, il y a des routes, il y a tout ce qu'il faut, il y a des transports en commun, il y a des vélos, il y a tout ça. C'est littéralement à 5-10 minutes à pied. Pourtant, vous avez des gens qui sont allés rive gauche, qui ne vont jamais rive droite, et vous avez des gens rive droite qui sont à rive droite et qui ne sont jamais allés rive gauche. C'est dingue, au XXIe siècle. Donc, faire que les gens se comprennent mieux et vivent mieux ensemble, ça c'est l'enjeu du siècle. Très bien, très bien. Alors donc jusqu'alors, c'était moi qui posais les questions, mais peut-être que vous avez un message à faire passer, donc on va passer à l'autobahn. Et donc l'autobahn, vous savez, c'est ces tronçons d'autoroute allemande sans limitation de vitesse. D'accord. Et donc là, je vous propose un temps de parole de 2 minutes. Ok. 2 minutes, c'est long. Sans interruption. Ok. Non censuré. Ok. La parole est à vous. Moi, je vais vous parler de la République. Alors je sais, c'est un truc, en général, on se demande que c'est vraiment, ça n'intéresse pas les gens et tout. Moi, je pense que ça intéresse complètement tout le monde. La devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, en général, tout le monde voit ce que ça veut dire, surtout pour soi-même. Égalité, c'est déjà un peu plus complexe comme notion, mais enfin, en gros, on ne veut pas d'inégalité, on ne veut pas d'injustice. Et il y a un truc qu'on oublie toujours, c'est fraternité. C'est quoi la fraternité? Si c'est dans la devise de la République, ça veut dire que ça a le même poids, ça a la même valeur que la liberté et que l'égalité. La fraternité, je vais reprendre la phrase de Martin Luther King, c'est on a le choix, soit on vit ensemble comme des frères, soit on va mourir comme des idiots. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a une société, mais je pourrais le dire au niveau mondial, mais je vais le dire au niveau local, où alors qu'on aurait tous les moyens de mieux se comprendre, Internet, l'accès à la connaissance, etc., eh ben finalement on se comprend de moins en moins. Le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, mais je pourrais parler du Yémen, je pourrais parler du Maghreb, je pourrais parler des flux migratoires, je pourrais parler des inégalités sociales. À Rouen, je pourrais parler de la rive droite et de la rive gauche. Je pourrais parler des a priori qu'on peut avoir sur les quartiers, etc. etc. Et selon, pas juste sa couleur de peau, mais notamment sa couleur de peau, mais ses origines, son appartenance, ses religions, etc. On a peut-être comme enjeu fondamental de mieux se comprendre. Donc, je le disais tout à l'heure, mais je pense que cette histoire de fraternité, c'est-à-dire, ou de sororité, mais de comprendre qu'on est tous à la fois uniques et dans un commun, qui est l'humanité, ça je crois que c'est essentiel si on veut effectivement changer la vie des gens et améliorer notre quotidien pour tout le monde. Ça va évidemment avec la solidarité, ça va évidemment avec la laïcité. 10 secondes. Voilà. Donc la fraternité, si on peut y réfléchir juste quelques secondes dans sa vie en se disant qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre l'autre, je pense qu'on aura fait œuvre utile. Voilà. Magnifique, donc la fraternité. Alors donc jusqu'alors, on a découvert Nicolas Mayer-Rossignol, le professionnel, le politique, l'élu. Et maintenant, j'aimerais qu'on découvre un peu qui est la personne derrière le titre. Et donc du coup, pour ça, je vous propose 2 activités. Tout d'abord, donc, 2 vérités, un mensonge.
Et donc l'idée justement est de se dire quelle est la vérité et puis l'expliquer de manière assez concise. Merci. Alors donc la première, j'ai vécu 5 ans à Bamako. La deuxième, je suis un excellent patineur. Et la troisième, j'ai débattu avec Barack Obama. Ok. Alors lesquelles sont vraies, laquelle est fausse? Alors la première est presque vraie, parce que je pense que ça ne fait pas exactement 5 ans, mais il faudrait demander à ma mère, parce que je ne me souviens plus exactement quand on est rentré d'Afrique, mais c'est mes 5 premières années ou mes 4 premières années, effectivement. Alors pour être précis, je suis né à Bordeaux. Ma mère vivait, enfin mes parents vivaient déjà en Afrique. Et puis pour tout vous dire, ma mère a accouché d'une césarienne et le médecin l'a renvoyée en France pour des raisons en fait médicales. Et elle a accouché à Bordeaux. Et une fois que je suis né, on est revenu à Bamako et j'ai effectivement passé mes premières années. Et vous avez encore des attaches à Bamako? Non, j'ai plus d'attache à Bamako. J'ai des souvenirs, j'ai des photos, mais je n'ai plus d'attache. Alors après, j'ai retravaillé avec des Maliens bien plus tard dans le cadre professionnel, quand je bossais chez Nutri7, qui est une boîte normande qui fait des produits contre la malnutrition, notamment en Afrique donc. Voilà. Après, patineur, alors ça, je peux vous dire… non. Justement, je vous ai entendu rigoler, donc là j'imagine qu'on ne peut pas vous affecter à l'équipe des Dragons. Non, non, mais alors vraiment pas du tout, ni à l'équipe des Dragons, ni à l'équipe des Jeanne d'Arc pour le patinage artistique ou synchronisé, ni à rien de ce qui relève de l'équilibre. Okay. Pour tout vous dire, je ne vais pas vous parler de patinage, je vais vous parler de ski. Mon nom c'est Rossignol, donc comme les skis. Et quand j'étais gamin et que j'ai fait un peu de ski, il y avait mon nom écrit en gros sur les badges, Rossignol, donc régulièrement, c'est anecdote véridique. J'avais des gens, vous savez, au tire-fesse, qui voyaient le truc, qui disaient « Ah, Rossignol, là, tu dois bien skier, là. » Pas du tout. Et d'ailleurs, ils le voyaient assez vite. Dans tout ce qui est équilibre, je suis complètement nul. Et Barack Obama, j'aurais adoré. Je l'ai croisé, mais je n'ai jamais réussi à débattre avec lui. Je l'ai croisé au 70e commémoration du débarquement. C'était en 2014. D'accord. À l'époque, j'étais président de région. Et qu'est-ce que vous avez retenu un peu de cet échange avec Barack Obama? Comment vous dire? J'ai pas échangé avec lui, mais j'étais avec lui dans le même périmètre, si vous voulez, dans la même pièce. C'est quelqu'un qui, à l'époque en tout cas, mais je crois que c'est toujours le cas, a un charisme et une présence dingue. C'est dingue. C'est-à-dire que, vous savez, ils avaient des gens comme ça, bon, bien sûr par leur réputation, mais il y a quelque chose de plus que ça, par leur façon d'occuper l'espace, et qui en impose, vous inspire, vous laisse comme ça, et c'est son cas. Ok, très bien. Alors donc deuxième activité, phase de questions-réponses assez rapide. Donc c'est soit un texte à trop à compléter, ou soit 2 options. D'accord, ok. Vous êtes prêts? Ouais. Le week-end, c'est plutôt promenade urbaine ou escapade champêtre? Promenade urbaine. Votre endroit préféré à Rouen, c'est? Mon endroit préféré? Pouah, alors là, il y en a plein. Alors là, vous êtes dur là. Moi, j'adore la rue d'Amiette. Ok, très bon choix. Été ou hiver? Été. Ah, donc désolé pour aujourd'hui. Oh, on se gèle. 2026 approche. Maillard Rossignol candidat? J'en sais rien. Plutôt rock ou variété française? Rock. On sait que vous jouez pas mal d'instruments. Pas mal, je joue beaucoup de guitare, un tout petit peu de trompette et piano. Musée ou cinéma? Cinéma. Vous préférez la rue du Gros Horloge ou la cathédrale? Je dirais la rue du Gros Horloge. La nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, on en dit quoi? Rien. Plutôt restaurant italien ou japonais? Italien. Italien. Okay. Non mais franchement, l'Italie, c'est un truc de dingue. Hein. Enfin, honnêtement, ils ont un pays, mais je trouve ça dingue. Bon, après, le Japon, c'est très intéressant. Je connais très mal le Japon, mais j'y suis allé une fois. Il y a une forme de proximité entre les Japonais et la Normandie et la Seine qui est très intéressante. Okay. Plus susceptible de vous voir sur un marathon ou un triathlon? Marathon. Et si vous pouviez dîner avec 2 personnes qui ont un impact sur la ville, ce serait qui? 2 personnes qui ont un impact sur la ville? Comme maire, je dînerais avec le président de la République pour lui dire que, par exemple, un mois après Lubrizol, quand il est venu à Rouen et qu'il a promis qu'il ferait quelque chose de fort et de grand et d'important pour Rouen, c'était en 2019, qu'on est en 2024 et qu'il ne s'est toujours rien passé. Et la deuxième personne? Et la deuxième personne, je pense que ce serait un artiste international ou quelqu'un comme ça, parce que
pour lui dire de venir à Rouen pour peindre, pour chanter, pour créer, pour écrire sur Rouen. Parce que Rouen, dans mon expérience en tout cas, gagne toujours à être connue en fait. C'est souvent une ville qui est mal connue. On la place mal sur la carte, vous pensez à Jeanne d'Arc, mais on connaît mal Rouen. On ne sait pas que c'est Thomas Pesquet, on ne sait pas que c'est Thomas Joly, on ne sait pas que c'est La Forêt, on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Donc des artistes. Merci. Et donc j'aimerais qu'on finisse l'épisode avec une question, c'est la question thématique d'Instinct Urbain. Pour vous, en un mot, en un seul mot unique, quelle serait la ville idéale? En un seul mot? Pour moi, c'est l'humain avant tout, donc je dirais la ville humaine. Humaine. Ouais. Parce que le danger, le risque, toujours, même quand on veut bien faire, hein, parce que c'est vraiment pas avec de bonnes intentions cette histoire-là, c'est d'oublier l'humain. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Super. Génial. Drip drop out of high school.